Bonjour, j'espère que vous allez bien. Voici le 18e épisode de Balancer vos ondes positives. Autour de la table, nous avons pour se balancer vos ondes positives de ce 8 juin, nous avons Sabine Van Broek. Bonjour Sabine. Bonjour Marc. Et ta météo interne aujourd'hui? Eh bien, elle est speedée. Nous avons Pierre Chaudoir. Moi, elle est très Celtic de Glasgow, parce que Sabine a le maillot officiel de Celtic de Glasgow à côté de moi. Il faut donner les couleurs. Donc, elle est marinée, mais dans les sens, il y a des vagues. En vert et de blanc. toutes ces formes et qui sont vert et blanches. Et c'est ligné. En vert et blanc. Oui, lignée horizontale. Oui, absolument. Alors nous avons monsieur Rodrigo Benkens. Bonjour monsieur Rodrigo. Bonjour. Quelle est votre météo interne? Ponctuel, moi. Isabelle de Mailleux. Isabelle de Mailleux, it's gonna be okay. It's gonna be okay. Et Valérie Manis. Je me sens d'humeur très spirituelle. Tu nous dis d'où tu viens? Non, ne le dis pas. Oh, ça ne me dérange pas. Ouais, tu nous dis d'où tu viens. J'arrive de Borin. Borin, oui. Alors explique pourquoi spirituel à Borin. Mais parce que je n'ai pas encore vu d'apparition, mais ça va arriver. Parce que pour ceux et celles qui ne le sauraient pas, il y a eu la des Vierge. apparitions. Oui, je vais et je viens entre Borin. C'est là que ça vient, non? D'accord. Essaye un peu avec Fatima, si ça marche. Alors, nous avons 4 mots aujourd'hui. 4 mots avec Sabine, Pierre, Isa et votre serviteur. Et nous allons commencer avec Sabine et le mot légitimité. Eh bien, je ne sais pas si je vais la faire, cette chronique. J'ai des doutes. Entourée par 3, voire 4 professionnels de la radio. Mais bon sang, qu'est-ce que je viens faire ici? Allez, je me fais une petite crise du syndrome de l'imposteur. Ce syndrome qui nous empêche d'agir parce que nous sommes toujours trop ceci ou pas assez cela. Trop jeune, trop vieux, trop généraliste, trop niché. Pas assez diplômé, pas assez expérimenté, pas assez spécialisé. Ce syndrome qui nous empêche d'agir parce que nous avons cette petite tendance à toujours nous comparer. Mon collègue est meilleur que moi, quelqu'un traite déjà du sujet. C'est un professionnel, lui. Enfin, un syndrome qui nous empêche aussi d'agir parce qu'on ne s'accorde aucune valeur. C'est nul, point barre. Alors ce syndrome de l'imposteur, il apparaît au début des années 70. Il toucherait, selon les études, 70 à 90% de la population. Il est aussi présent chez les hommes que chez les femmes, et ce, quelle que soit la culture, la couleur de peau ou encore le statut social. Il n'épargnerait personne, même pas les artistes, les people, puisque certains sont convaincus que la critique va les descendre du jour au lendemain, et assez paradoxalement, plus ils ont des récompenses, plus ce sentiment devient fort. Je me demande ici s'ils n'essayent pas d'attirer encore un petit peu plus l'attention. Alors moi, aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de ce syndrome de la légitimité au travers des différents types de chanteurs. Et je ne parle pas du timbre de la voix, mais bien des aptitudes à oser chanter. Alors, il existe, pour moi, c'est mon analyse à moi, elle m'appartient, 4 types de chanteurs. Il y a, pour commencer, ceux qui sont capables de chanter et qui le savent. Et je vais les appeler les artistes. Ce qui les caractérise, c'est le travail, la passion, mais surtout, ils assument, ils ne s'excusent pas d'être sur scène. Deuxième catégorie, c'est ceux qui sont capables de chanter mais qui ne le savent pas encore ou qui n'osent pas. Je vais les appeler les caliméros. Et c'est ici qu'on retrouve toutes les personnes qui sont atteintes du syndrome de l'imposteur. Ils vont inventer des excuses pour ne pas agir. Ce sont des personnes qui ont aussi tendance à très fort se comparer et qui ont peur du jugement. Ouais, mais je n'y arrive pas, j'ai pas une belle voix, elle chante mieux que moi, j'arrive pas à choper cette note, oui mais. Troisième catégorie, il y a les personnes qui ne savent pas chanter et qui le savent aussi. Il y a, les chanteurs de karaoké. Est-ce qu'il y en a parmi vous? Oui, non? Oui. Vous chantez comme des casseroles, mais vous êtes OK avec ça, non, vous le savez, vous vous amusez. Et puis, il y a ceux, rappelez-vous, que j'appelle les démosthènes, ceux qui ne savent pas, mais qui voudraient, et qui vont travailler pour y arriver. Et puis, 4e catégorie, ce sont ceux qui ne savent pas chanter, mais qui sont convaincus qu'ils savent chanter. Et je les appelle les grandes gueules. Ce sont souvent des personnes qui passent à côté de leurs prestations. Mais oui, ici, par excès de charisme et de légitimité, ils sont convaincus que. Mais. Donc, si je résume, nous avons les artistes, je suis capable et je sais. Nous avons les caliméros, je suis capable, mais je me cache. Nous avons les démosthènes, je ne suis pas encore capable, mais je vais y arriver. Et puis, nous avons les grandes gueules, je ne suis pas capable, mais je ne veux pas le savoir. Alors, je vous laisse choisir votre catégorie. Si vous êtes une grande gueule, eh bien, sachez que sur papier, vous avez une longueur d'avance parce que vous avez du charisme, de la confiance. Et si vous travaillez un tout petit peu, eh bien, vous pourriez directement devenir un artiste sans passer par la case prison. La case prison, eh bien, oui, c'est celle des caliméros
qui pourrait prendre perpète et ne jamais sortir de cette case. Alors si vous êtes un artiste, eh bien prudence, parce qu'il en faut très très peu pour être considéré comme une grande gueule. Vous pouvez évidemment avoir un pied dans plusieurs catégories, être un artiste dans une matière et ne pas vous sentir légitime dans un autre domaine, ou encore être un Démosthène pour une troisième compétence. Alors que retenir de cette comparaison ? Eh bien on ne peut pas être légitime dans tous les domaines. On est rarement légitime sans rien faire. Il ne faut pas confondre manque de compétences et illégitimité. Et surtout, il faut arrêter de se comparer. Wow, bravo. Merci Sabine. Je voudrais rectifier une chose, c'est que tu as parlé du oui mais on est le 8 juin aujourd'hui. Est-ce que nous avons autour de cette table quelques problèmes de légitimité, pas nécessairement en chanson d'ailleurs. En chanson j'ai les noms, mais pas nécessairement en chanson. Est-ce que vous avez des problèmes de légitimité ? Non, moi je dirais pas, mais quand je fais des karaokés, le grand truc que Patrick Ridremont m'a appris, c'est qu'il faut inventer les paroles. Donc les gens te regardent, ils regardent l'écran en disant mais comment il n'a pas les mêmes textes que nous, comment il fait ? Donc on a toujours fait, ça m'a amusé. Et en fait, en général, la légitimité, elle va beaucoup avec le niveau d'alcool dans les karaokés. Oui, dans les karaokés, d'accord. Mais au-delà. Je sais pas, j'ai jamais chanté autrement que bourré, donc j'en sais rien. Et au-delà du chant, Isa. Moi j'ai beaucoup aimé ta chronique, merci Sabine. Oui, ce sentiment de légitimité ou d'illégitimité, je crois qu'il est présent, est très très souvent présent et chez beaucoup de gens. Moi il y a une phrase que j'aime bien, c'est doute de tes doutes et crois en ta foi. Et je me dis souvent, tiens, est-ce que je douterais plus de mes doutes que l'inverse, et ça m'aide. Et parfois je me dis, on n'a qu'une vie, quoi. Go. Et quand tu dis go, tu mets un peu de temps avant de dire go ou tu mets quelques secondes avant de dire go ? Moi, je dis souvent très vite go et puis après, je panique, quoi. Donc, je me dis, je réfléchirai après et puis après, s'enchaînent les petites paniques. Non, il faut y aller, il faut foncer. Foncez, Val. Oh, moi, le syndrome de l'imposteur, c'est une vie. Oui. Après 50 ans, j'y suis toujours, donc je ne sais pas si je vais en sortir un jour. Voilà, et le côté Calimero, enfin le côté Calimero qui est je connais jamais assez que pour pouvoir dire que je suis légitime, c'est vraiment quelque chose qui fait partie de ma vie aujourd'hui. Et je me rends compte que plus j'apprends, et plus je me sens encore plus illégitime, parce que je me dis, mais il y a encore tellement de choses à apprendre. On m'a toujours dit, en fait, c'est des gens qui le savent le moins, qui généralement ont plus d'assurance et se sentent beaucoup plus légitimes que des gens qui ont la connaissance et qui, à un moment donné, n'osent plus parce qu'ils se disent qu'ils connaissent pas 100% du sujet. Il y a un petit sois parfait chez moi aussi qui vient un peu contrer tout ça. Voilà. Mais il y a un personnage qui est fascinant, c'est Jacques Brel. Donc j'étais visiter l'Olympia, la directrice me dit là et là et là. Je crois que c'est les 3 endroits où Jacques Brel n'a pas vomi avant de monter sur scène parce qu'il était un traqueur fini. Et je trouve que c'était incroyable. Donc jamais il va y arriver. Les premières paroles, j'ai jamais vu Brel sur scène. J'étais voir Olivier Laurent il n'y a pas longtemps qui est époustouflant dans le rôle de Jacques Brel, on va dire ça comme ça, et qui le respecte au geste près, et c'est fascinant. Et donc il m'a dit, je n'étais pas traqueur, mais je le suis devenu en chantant Brel, Olivier Laurent. Moi, j'ai connu à peu près la même chose la première fois que je suis allé voir Yvette Horner à ses débuts. Moi, c'est quand elle passait en voiture au Tour de France. Donc je disais bien à ses débuts. Non, sérieusement, on est tous légitime dans certains domaines et illégitime dans d'autres. En l'occurrence, le domaine dans lequel Sabine s'est exprimée, celui d'analyser la chanson, elle est légitime pour le faire, et je crois qu'on s'est tous retrouvés dans une case. On s'est regardé. Alors, on n'est pas là pour nécessairement se dénuder maintenant. En plus, à la radio, ça n'a aucun intérêt. Oui, je sais, c'est dommage. Mais quelque part, la légitimité, c'est aussi quelque chose qui peut s'acquérir sur le long terme. Pas seulement, comme le croient certains qui sont dans la 4e catégorie, sur le charisme. C'est trop facile, c'est sur le long terme. Et c'est parfois très difficile dans n'importe quel domaine. J'invente, par exemple, succéder au grand patron de Nostalgie, de l'énergie, etc. C'est très difficile d'être légitime quand on arrive derrière une institution, derrière quelqu'un qui, dans le temps, a marqué son époque. Mais ça, c'est dans tous les domaines. C'est dans le sport, c'est dans la société, c'est dans la vie professionnelle. Dans le journalisme sportif aussi. Je ne voulais pas aller jusque-là, je voulais parler de choses sérieuses. Mais voilà, donc soyons attentifs, ne soyons pas Calimero, mais soyons humbles aussi face à ça, parce que c'est difficile de se sentir légitime dans un domaine, mais une fois qu'on l'a,
c'est une satisfaction exceptionnelle. Récemment, j'ai dit à quelqu'un qui me disait je ne suis pas légitime, je dis mais tu as un contrat de travail, on t'a engagé, donc tu es légitime. Tu es peut-être moins compétent que tes autres collègues, tu as peut-être moins d'expérience, mais à partir du moment où on t'a signé un contrat de travail, tu es légitime. Et puis Calimero est condamné à sortir de sa coquille. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai, c'est juste. Il y a un élément sur lequel, en réfléchissant, je me dis, je ne me suis jamais posé la question de légitimité, c'est sur mon rôle de maman. Je ne me suis jamais sentie illégitime dans mon rôle de maman. Bonne réflexion, ça. C'est vrai, exact. C'est vrai, et tu te sens légitime? Tout à fait. Ok, tu ne t'es jamais posé la question? Non. Ok. Isa? Ouais, et je trouve que ça évoque aussi la notion d'échec et d'erreur. Est-ce qu'on se laisse l'opportunité aussi de, en fait, pouvoir faire un faux pas, pouvoir faire une maladresse et se lancer avec les compétences qu'on a actuellement et en fait de se dire c'est ok s'il y a un pépin ou c'est ok si c'est pas parfait. Et je trouve que parfois on essaie d'atteindre une perfection et on peut enlever une petite touche d'humanité, quoi. On est humain et moi j'essaie de me répéter ça, de me dire je suis humaine et ça peut-être aussi toucher en fait cette imperfection et donner l'opportunité à d'autres gens de se dire c'est pas parfait mais alors moi aussi je pourrais me lancer. Pourquoi pas? Quand en fait on commence des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire depuis et qu'on a, je vais prendre un exemple que je connais bien moi. J'ai fait de la radio pendant toutes ces années. Aujourd'hui, je me sens plutôt légitime dans ce domaine. Par contre, j'entame une pièce sur scène, je veux devenir comédien, je suis apprenti, je suis absolument pas légitime et souvent je suis pas crédible dans ma tête. Et donc c'est tout un processus en fait qu'on remet en place chaque fois qu'on entame quelque chose de neuf dans la vie. Oui, mais la légitimité c'est dans ta tête ou c'est dans la tête des autres? Ah, c'est dans ma tête. C'est une bonne question. Ah, c'est dans ma tête. Oui, mais ça mérite de poser la question. Oui, bien sûr. Et qui est légitime de dire tu es légitime? Oui, à part ça, soi-même. Oui, c'est ça. C'est d'abord nous-mêmes, hein. Et on se juge, on a besoin de personne en fait pour se juger. Je pense qu'on fait ça très bien tout seul. Ah là là, quelle affaire, la voiture. Vous voulez terminer là-dessus? Je pense que ça a suscité pas mal de débats. C'est parfait, merci beaucoup Sabine. Et tu es donc tout à fait légitime, Marc, pour poursuivre cette émission. Quoique, on peut s'interroger. Vas-y, dans la légitime défense. Voilà. Alors Pierre, nous avons un mot que tu as proposé et qui n'est pas toujours facile à prononcer quand on veut le faire vite ou quand on a un verre dans le nez. Profitivisme, j'ai mis un an. Voilà. Alors pourquoi profitivisme? Ça se passe ici dans ce studio il y a à peu près un an. Je présente un jeune homme. J'ai un choc, je dis bouge pas. Je vais chercher mon ordinateur, je lui montre une photo de mon père. Premier choc, il dit mais c'est moi, c'est mon père qui est en Afrique, par un commando, c'est la même chose, les cheveux clairs, moustache. Ton père à quel âge? Il a 25 ans. Okay. Donc, et Gilles en a 36. Donc Gilles travaille dans l'hôtellerie, le grand luxe, Barcelone, Malaisie, Japon, Tenerife. Il dirige 300 personnes et puis un jour, deuxième choc, ce jeune de 36 ans est touché par un cancer du pancréas. Là c'est pas grave, sa thérapie c'est le vélo, ça va te plaire ça Rodrigo. Une forme de drogue, la bicyclette, il avait décidé de participer à une épreuve de dingue, c'est 1880 km. Attention, je me lance au Kyrgyzstan, avec une déclinivité proche de celui du Tour de France. Il avait 18 jours pour le faire, donc c'est un truc surréaliste. Seuls 170 athlètes pouvaient participer, pouvaient être sélectionnés. Et il reçoit son sésame, il est qualifié, donc retenu. Et le jour même, coquin de sort vraiment, le corps médical lui annonce que la récente opération est malheureusement un échec et que son cancer est incurable. Donc c'est un troisième choc. Et donc c'est une espérance de vie qui est située entre 2 mois et 20 ans. Donc il vit avec ça. Et donc ce type, il a inventé un mouvement qui est le profitivisme. Donc profiter, et c'est la contraction de le positivisme, évidemment le verbe profiter. L'ASBL, le profitivisme, ça crée une ASBL, et pour raison d'être le partage d'une activité sportive qui permet à tout cancéreux de changer de mindset, d'envisager la vie autrement. Et donc lors de la préparation de ce challenge, il décide de participer. Il se fracture malheureusement le poignet parce qu'avec les médicaments, il a des problèmes d'équilibre. Et donc on avait convenu avec Philippe Claus, avec qui j'avais envoyé la vidéo, il a annoncé qu'il avait son cancer. Philippe Claus m'appelle un dimanche matin. C'est bourgmestre de la ville de Bruxelles. On voulait juste qu'il apparaisse sur le perron avec les copains quand il revenait de Kyrgyzstan. Quand on lui annonce qu'il est forfait pour la course, Philippe Claus m'a dit « Donne-moi le numéro de Gilles, j'ai une idée pour lui. » C'est de faire 24 heures de vélo dans la grande roue,
devant le palais de justice. Il était avec un petit vélo d'appartement. Il voulait rouler tout seul pendant 24 heures. Tout le monde, les gens... Dans une des bulles de la grande roue, on a installé un vélo d'appartement. Okay. Voilà, c'était un peu le petit buzz, ça marchait comme du fou. La grande phrase de Gilles, c'est de dire, si la vie t'offre un cactus, eh ben, tu n'es pas obligé de t'asseoir dessus. Donc il crée des conférences, meetings, rencontres, transmissions de malchanceux dans la vie, dans la loterie cancéreuse, comme on veut, des soirées cactus. L'esprit, c'est de dire merci cancer. Donc j'ai assisté à une conférence où il y avait 4 cancéreux, dont lui, qui expliquait comment il gérait le cancer. Il disait merci, j'ai changé ma vie, merci grâce à ce cancer, dans lequel les gens guérissent ou pas. C'est-à-dire j'ai changé ma vie, ça a métamorphosé. Donc on a chanté, on a ri, on a pleuré. C'était une soirée très très positive. Donc notre taf à l'équipe de Profitivisme sera de tout faire pour faire durer le mot profitivisme dans le Larousse, dans le Pierre-Robert, pour que ça existe. Donc chantons, dansons, fêtons la vie pour avoir une vraie chance de mourir vivant. Merci Pierre. Qui veut enchaîner là-dessus? Je pense que ça mérite un peu de silence. C'est toujours très mauvais en radio, mais je trouve que là on a atteint quelque chose qui est finalement plus que jamais l'illustration de l'objectif, je crois, de cette émission. On a le plus grand clown autour de la table qui nous fait presque pleurer, quoi. Et c'est une histoire. Ça va être pire la semaine prochaine. mais voilà, moi je déteste les mots en isme. Par définition, c'est ce suffixe, mais ici, voilà, tu m'as fait penser le contraire aujourd'hui, à travers une histoire de dingue qui je pense, ne peut que nous remuer. Je crois qu'il n'y a rien d'autre à dire. Merci pour ce témoignage. Je vais reparler du profitivisme. Et l'idée, c'est de ne pas être triste. En tous les cas, lui, il ne veut pas engendrer de la tristesse, de l'apitoiement. Il veut justement encourager le plaisir, c'est le côté ride on, c'est le côté absolument incroyable. Ouais, c'est de la méthode couée, super couée parfois, mais il lutte et il ne veut pas se montrer quand il ne donne pas de nouvelles, c'est qu'il ne va pas bien. Il demande qu'on ne le dérange pas, il revient. Je t'avoue que j'avais lu son histoire déjà, pas aussi bien racontée que ce que tu viens de le faire, mais je regrette que ce genre d'histoire ne soit pas beaucoup plus médiatisé, et ça doit faire la une de certains journaux, ça. C'est le but, voilà. En fait, moi, c'est une illustration parfaite d'une citation dont je n'arrive jamais à retenir l'auteur, et je m'en excuse auprès de l'auteur ou de l'autrice, qui dit « La vie est constituée par 10% de ce qui nous arrive et par 90% comment on y réagit. » Et pour moi, c'est le parfait exemple aussi de quoi qu'on vive et quoi qu'on ait face à nous, quel regard on pose dessus, quoi. Et un regard profitivisant, tant qu'à faire les déclinaisons, c'est vachement beau. Merci Pierre. Merci pour cette belle histoire. Merci Gilles. C'est Gilbert Gilles Van der Speck, voilà. C'est Gilles Van der Speck. Gilles Van der Speck, et rappelle le... Profitivisme. Vous pouvez aller voir, il y a une SBL, il est un peu partout. Il y a un site qui s'appelle Profitivisme. Oui, il y a un site, il est sur Insta. Toutes ces vidéos sont drôles, franchement, sont très drôles. Ok, merci. Isa, alors, tu viens nous raconter une aventure? Oui. Mais Rodrigo, tu demandais silence. Moi, je vais dire silence demandé sur le plateau. Moteur, ça tourne, 32 sur 3 premières, et action! Cette année, j'ai embarqué dans une sacrée aventure. J'ai décidé de réaliser un de mes rêves, celui de réaliser un clip. J'ai l'habitude de mettre en lumière des acteurs ayant un impact positif sur la société sous forme d'interviews. Et ici, j'ai eu envie que ces personnes deviennent de réels acteurs en jouant dans des clips. Je choisis donc une association dont les valeurs me parlent et rejoignent celles de mon média. Je décide ensuite de faire une longue période d'immersion au sein de celle-ci pour m'en imprégner au maximum et pouvoir la représenter au mieux. En échangeant avec le fondateur d'une chanson qui pourrait représenter ce que les jeunes de l'association vivent, un son de soprano sort du lot. Je suis toute excitée. Je vois déjà Sopra interpréter sa propre chanson dans mon clip entouré de tous ces jeunes. Ni deux, je saisis mon téléphone, contacte un ami aux multiples ressources. Il me passe directement les coordonnées de l'attaché de presse de Soprano. Je suis toute heureuse. C'est tellement fluide. Je me dis que c'est un signe. Une semaine plus tard, je lis sa réponse et redescends de quelques étages. Chère madame, merci pour cette belle proposition. Malgré la beauté de votre projet, il n'est pas envisageable que Soprano apparaisse dans votre clip. Mais comment ça, il n'est pas envisageable que Soprano apparaisse dans mon clip, si on lui a même pas demandé et qu'on lui laisse l'opportunité de répondre? Et là, je réalise. Mais oui, qui suis-je?
Moi, Isa, créatrice d'un petit média, pour oser espérer avoir une star de la chanson française dans mon projet. Mais quand même, une partie de moi ne veut pas lâcher. Je lui laisse un message sur son compte Insta, je contacte son agent, je lui écris un mail, je commande ses publications, mais rien. Le poisson ne mord pas à l'hameçon. Alors je décide de me connecter à l'énergie BVOP. Si c'est pas ça, Isa, c'est que mieux t'attend, tout est juste. Bon, n'ayant pas un grand répertoire non plus de chanteurs, je regarde toutes les émissions de The Voice France et Belgique. Et là, paf, un petit gars sort du lot. Il me donne des frissons. Sa qualité d'interprétation et sa voix pour un bonhomme de 14 ans me bouleversent. C'est lui que je veux. I want you. Mais moi, je suis dans mon fauteuil de chez moi, je sais pas buzzer et que mon fauteuil se retourne pour qu'il arrive directement dans la team BJ Isa. Non. Bon, du coup, j'opte pour la procédure un peu plus classique de contacter son agent, car ce dit en passant, Durel, ce jeune chanteur, gagne l'émission. Et là, moins de 24 heures après, je reçois une réponse. Durel est intéressé par votre projet. Je saute au plafond. Yes, j'ai enfin trouvé. Bon, ayant fait The Voice, il a aussi ce contrat avec Universal que je devrais convaincre, et comme il est mineur, je dois dealer avec sa maman. Me voilà en contact avec 3 personnes au-dessus de cet artiste pétillant. Je ne lâche rien, je trouve un terrain d'entente et mets tout le monde d'accord. J'ai mon chanteur, il me faut maintenant les jeunes qui joueront dans le clip. Tous les postes sont pris pour les rôles secondaires et ceux de figurants, mais personne au sein de l'association pour le rôle principal. Je poste des annonces alors partout en externe, mais rien ne vient, personne. Nous sommes quelques jours avant le début du tournage du clip et j'ai pas le personnage principal. Je commence à paniquer. J'en parle à une amie et là elle attend même pas que je finisse ma phrase. Elle me dit « C'est bon, j'ai la personne qu'il te faut, Ilyas. » Ilyas ? Ce nom résonne dans ma tête. Je suis perturbée. Ilyas, c'est le nom que j'avais donné à ce personnage principal la toute première fois que je l'avais imaginé. Je suis habitée par une confiance absolue. Oui, ce sera Ilyas. Je ne connais rien de lui, je ne sais pas qui c'est, à part qu'il a 16 ans et qu'il est intéressé de vivre de nouvelles expériences. Le lendemain, je reçois une petite vidéo de présentation de sa part que j'avais demandée. Il ne parle pas vraiment de lui, il raconte des blagues et partage sa citation préférée sur l'optimisme. Bon, c'est décidé, c'est ce petit gars que je veux. Et là, c'est parti, tout le monde est en place. Nous sommes 24 heures avant le premier jour du tournage. Et là, je reçois un petit message. Nous allons probablement rater notre TGV. C'était la team Durel qui venait de France. Comment ça, probablement ? Et puis, nous avons en effet loupé notre TGV. Et là, je panique. Plus aucune place dans aucun TGV suivant. Je suis censée commencer une réunion avec mon chef-op qui me dit « Isa, s'ils sont pas là demain, ça sert à rien qu'on fasse la réunion. » Et là, je rentre dans un déni total. Si on maintient tout, on fera ce tournage. J'ai plus aucune nouvelle de Durel pendant la journée, mais j'y crois. Je sais pas pourquoi, car officiellement, il n'y a plus de train. Le soir, après plusieurs tentatives d'appel, j'envoie un dernier message. Bon, je suis vraiment inquiète, nous avons toute une équipe de tournage ici prête demain. Est-ce que vous pourriez me rassurer en me donnant quelques nouvelles ? Et là, je reçois un message. Bus. Le bus. Je n'y avais même pas pensé. Bon, j'espère avoir bien lu le message qui ne donne pas plus d'infos et je prie pour les voir arriver demain à 9h au studio. Et là, nous voilà le lendemain matin, prêts à démarrer l'aventure et tout le monde est en place. Durant tous ces mois de préparation, bon, ici je vous ai fait un sacré résumé pour éviter de prendre le micro pendant 1 heure, il y a eu beaucoup de hauts, énormément de bas, des espoirs suivis de déceptions, des certitudes suivies de doutes. J'ai eu plusieurs fois l'envie de tout envoyer valser. J'ai décidé de garder le cap, malgré tout, car à chaque crise, j'ai senti une invitation à lâcher prise et faire confiance. Ce projet m'habitait et m'habite d'ailleurs tellement que j'ai choisi d'accepter les choses comme elles venaient. Rien ne s'est passé comme prévu, mais tout s'est passé quand même. Avec le recul, je me dis que la magie de la vie a opéré. À sa manière et à son tempo. Tout est juste. Quand les choses ne se déroulent pas comme prévu, je vous invite à lâcher prise. Lâchez vos certitudes ou vos envies. Vous pourriez être surpris de voir ce que la vie vous propose comme alternative. Clap de fin. Pourquoi un clip ? C'est une mise en danger incroyable, je trouve. À travers une chanson, je peux aborder une thématique en allant en profondeur, en ayant la beauté de l'art d'un chanteur. Ici, vous allez voir, c'est Durel, ce petit gars de 14 ans qui interprète cette chanson magnifique. Et je me suis dit aussi, j'ai envie que cette capsule ait un impact et que ça résonne. Et donc,
On a choisi de mettre en lumière l'association Play for Peace, dont la mission est de casser les barrières sociales et culturelles à travers le sport et l'éducation. Et ce sont les jeunes de l'association qui jouent dans le clip. Ah, merci Isa, c'est super. Avec grand plaisir. Vous savez que demain est un jour important, nous sommes le 8 juin, demain c'est le 9, on vote. Et nous vous en avons parlé il y a quelques semaines de ça, on vous a parlé des élections, et moi en tout cas je vous ai incité plus que jamais à voter. Et aujourd'hui je vous parle de démocratie. Notre système de démocratie, notre système démocratique est en crise. C'est un constat. Un sondage nous apprend que 92% des Wallons sont des garde-foi en aide, en cette démocratie, mais que 25% seulement considèrent que la démocratie belge fonctionne correctement. 68% des Wallons avaient confiance dans la région Wallonie il y a 5 ans, ils sont plus que 25% maintenant. 35, pardon. J'exagère. Certes, ce n'est pas la première crise de notre démocratie, mais celle-ci se conjugue avec les crises économiques, écologiques, énergétiques, sociales, et surtout, elle donne l'impression que les responsables politiques sont dans l'incapacité d'apporter des solutions à ces crises existentielles. Serait-il donc possible que notre démocratie ne soit plus le bon système pour pallier aux maux de la société ? Question. Le mot démocratie vient donc du grec démos, peuple, et kratos, pouvoir. Sa base, c'est le gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple. C'est un régime politique dans lequel les citoyens participent à la vie politique de la cité où des personnes, ayant éventuellement des avis opposés, se réunissent et trouvent des moyens de vivre ensemble. Ma conviction est que notre système de démocratie représentative, dans lequel nous élisons des représentants qui votent les lois à notre place, ne semble plus adéquat pour affronter les défis futurs. Les élus ont considérablement perdu en légitimité et même le suffrage universel a perdu de sa substance. Il peut être manipulé, détourné et ses résultats peuvent être mis en question par des arrangements ou des vices politiques. La professionnalisation de la classe politique depuis près de 2 siècles de démocratie représentative a entraîné la pire chose qu'il puisse arriver dans une société démocratique, la perte de confiance et le désamour entre les citoyens et les élus. Sans cette confiance dans les institutions, aucun système démocratique ne peut longtemps perdurer. Et regardez qui profite de ces failles, les populistes. Ils exploitent parfaitement nos peurs, créent des boucs émissaires, proposent des solutions simplistes à des problèmes complexes par des slogans faciles à retenir et émotionnellement chargés. Ils prétendent représenter le vrai peuple contre les élites dont font partie les médias, les gouvernements précédents qu'ils accusent de corruption, d'incompétence ou de trahison envers le peuple. Alors, c'est une question que je vous pose, que je nous pose. Allons-nous laisser la démocratie s'embourber ? Ou aurons-nous le courage de réaffirmer notre engagement commun à améliorer cette démocratie ? Et moi, je suis convaincu qu'on peut le faire. Par quelle autre démocratie alors ? La démocratie participative ? De plus en plus de gouvernements en font leur credo, en organisant des budgets participatifs, en demandant aux gens, en les consultant, en organisant des débats. Elle permet effectivement d'augmenter l'implication des citoyens dans la vie politique, mais elle ne donne pas aux citoyens de réel pouvoir sur les décisions, puisque la décision reste aux élus. Par contre, et peut-être que je vais vous choquer, pour moi, la seule solution face au populisme, c'est de recréer la démocratie directe. La démocratie directe est le système dans lequel le peuple participe activement et directement, et non via des représentants, à la création des lois. Comme à Athènes, au VIe siècle avant notre ère. Ce système implique le concept le plus égalitaire qui soit, le tirage au sort. Ceux qui font les lois ne sont plus les élus, ne sont plus élus par l'ensemble des citoyens, mais bien tirés au sort parmi ces citoyens qui sont tour à tour gouvernants et gouvernés. Ce qui contribue à leur motivation et à leur intégrité et à la connaissance des réalités du peuple et de la politique. Ah oui, je sais, je vous vois, tous et toutes. Vous me direz que c'est utopique, que la mobilisation des citoyens sera trop faible, que la manipulation des foules par des orateurs populistes leur offrira le pouvoir sur un plateau, que la gestion économique, sociale, politique et financière est bien trop complexe. Et je comprends. Les obstacles sont énormes. Mais c'est l'utopie qui a guidé toutes les révolutions de notre monde. Ce sont les utopies portées par nous qui ont créé notre civilisation. Parce que cette utopie implique une culture citoyenne bien plus profonde et engagée. Et c'est là que se trouve le réel fondement de la révolution démocratique qui est nécessaire à notre société. L'enseignement de la citoyenneté et de l'engagement au service de l'intérêt général. Oui, je sais, il est fort probable que des gens ne soient pas encore prêts pour cette révolution. Ils sont bien trop occupés par leur propre vie. Mais il y en a qui sont prêts. Alors peut-être que les crises sociétales qui s'amplifient chaque jour les ont forcés et forceront ceux qui ne sont pas prêts à devenir adultes, à reprendre les responsabilités politiques que nous avons oubliées. Et je vous propose de terminer par une phrase d'Einstein, que notre ami Val aime beaucoup.
Le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, mais par ceux qui les regardent sans rien faire. Alors, mesdames, messieurs, allons-y, votons, 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 et puis engageons-nous. Ouais. Mais la boucle est bouclée, la légitimité qui se termine par la démocratie, non ? Oui, j'irais même plus loin. Je pense que la légitimité aurait été le fil rouge vraiment de cette émission. Sabine nous l'a posé au début à travers notamment la chanson. On vient d'avoir un cours de sciences politiques brillant, mais j'en entendais pas moins. Cette démocratie liée au pouvoir, la légitimité du pouvoir, la légitimité d'Isa dans sa quête à un acteur pour son clip, et puis surtout, excusez-moi de retenir ça en priorité aujourd'hui, celle de Gilles pour nous donner du courage face à une maladie terrible comme le cancer. La légitimité était vraiment le fil rouge aujourd'hui. Merci. Merci Rodrigo. Franchement, on dirait un journaliste. C'est fini pour aujourd'hui. BVOP revient la semaine prochaine pour l'avant-dernière émission de la saison. Pour ne rien rater de nos aventures, suivez-nous sur Spotify ou sur YouTube, balancez vos ondes positives, ou encore sur Instagram, bvop.podcast, ou sur la page Facebook, balancez vos ondes positives. Et n'oubliez pas, même si la vie est complexe, balancez des ondes positives autour de vous. À la semaine prochaine. Curiosité, pas